Bonjour et bienvenue dans la quotidienne condensée du numérique, l'essentiel de l'actu tech en quelques minutes. Aujourd'hui, par rapport à hier, on va repasser en vitesse 1.0. Ça va aller. On est sur une émission normale, puisque ce matin, c'était une émission normale durant le live de 11h30. De quoi on va parler? On va parler de son, on va parler de scooter, on va parler de vélo, on va parler de drone, robots. On va parler d'un super yacht, on va parler des larmes d'un milliardaire. Ça va être très très bien. On commence avec du son et la marque Sonos, c'est bien, qui vient de racheter un acteur très spécifique, T2 Software. Eh bien, ça permettrait à Sonos de rentrer sur le marché des casques audio potentiellement. On sait que la marque fonctionne plutôt bien avec les barres de son, les enceintes connectées et les enceintes multipoints, etc., etc. Mais Sonos n'était pas présent sur le marché des casques, un marché extrêmement lucratif et concurrentiel. Avec ce rachat, on devrait les voir arriver d'ici quelques mois ou quelques années au maximum. On enchaîne avec un autre objet connecté. C'est pas un casque ce coup-ci, c'est un objet de survie. Voilà, pour vous les survivalistes qui regardez cette vidéo. Garmin vient de lancer la nouvelle version de son InReach Mini. C'est un tout petit, vous voyez, une sorte de talkie-walkie qui vous permet de parler avec une personne, qui permet surtout de vous géolocaliser quel que soit l'endroit où vous êtes sur Terre. C'est-à-dire que même si vous n'avez pas de réseau classique de type GPS, il a évidemment une liaison satellite, un forfait qui va avec, qui fait que vous serez toujours connecté en cas d'urgence avec quelqu'un, que ce soit un proche ou une proche qui possède aussi un appareil équivalent, ou que ce soit un service dédié de Garmin qui pourra vous retrouver en cas de petits pépins. Voilà, ça fera très plaisir aux aventuriers, aux aventurières qui regardent la vidéo. On enchaîne avec des chipsets et on va parler d'AMD très rapidement. AMD qui, je vous le rappelle, a annoncé ses résultats financiers qui étaient très bons, mais qui auraient pu être bien meilleurs, un peu comme tous les géants de la tech, à cause de cette satanée pénurie de semi-conducteurs. Eh bien, ces composants, ils vont être sécurisés normalement par AMD. C'est Lisa Su qui l'a promis pour que la prochaine génération, donc la génération 7, les Ryzen 7000 et les Radeon 7000 puissent être enfin disponibles en masse lors de leur sortie d'ici le second semestre ou fin d'année 2022. C'est tout ce qu'on espère pour AMD, qui a fait d'excellents produits mais qui a aussi beaucoup fait rager pour leur non-disponibilité. On enchaîne avec Samsung et non, c'est pas une rumeur de Galaxy S22 qui seront très certainement annoncés maintenant mercredi, mais peut-être qu'avec eux viendra l'autre gamme de Samsung, celle des tablettes, les Galaxy Tab S8, S8, S8 Plus, S8 Ultra. Je vous en avais un peu parlé avec notamment une Galaxy S8 Ultra qui enverrait un écran de 14,6 pouces et surtout une encoche que j'arrive pas à comprendre. Mais ça ferait du coup, attendez-vous à une grosse après-midi chez Samsung ce mercredi 9 février. Je vous rappelle que nous couvrirons en direct tout cela dès 15h30, mercredi 9 février. Passons au transport, vous allez voir, je vais vous envoyer du rêve. On commence avec un rêve raisonnable. Le nouveau vélo VAE de chez Decathlon. C'est le Elops 920e Connect qui est le premier équipé d'une petite puce GPS pour avoir sa géolocalisation constante et évidemment venir lutter contre les potentiels vols qui sévissent de plus en plus autour des VAE. Pour les gens qui n'ont pas encore ce genre de système qui est présent dans d'autres marques ou qui n'ont pas acheté des petits trackers comme ceux de chez Tile ou Samsung ou Apple, Decathlon se lance dans ce petit game et ça va intéresser, je pense, beaucoup de personnes ici. On passe à un engin de roue un poil plus haut de gamme et un poil plus spectaculaire qui, lui, j'espère que vous n'allez pas vous le faire voler puisqu'il coûte au moins 12 000 €. C'est le fameux BMW CE04, le scooter ultra futuriste de la marque allemande. Il a été présenté à Barcelone, nous avons pu le tester et David Lefebvre, notre chef de service mobile et transport, en est revenu les yeux pleins d'étoiles. Même si le coffre est un peu petit, même si la selle, vous le voyez, elle ne ment pas par rapport à son visuel, elle est un peu dure, le scooter est extrêmement agile, performant, plaisant et évidemment, il va pouvoir lancer beaucoup de conversations dans la rue puisque oui, c'est bien son look de modèle de série et pas un look de prototype. Ça devrait arriver, si tout va bien, fin mars, durant avril en France et on aura hâte de vous faire plus de vidéos et de tests approfondis sur cette très belle bête. On termine enfin avec celui qui a le plus gros. Voilà, c'est l'homme le plus riche du monde, c'est Jeff Bezos et il a commandé pour fêter, je sais pas, ses bons résultats, comme moi quand je fête mes bons résultats, je me paye un petit pain au chocolat. Lui s'est payé le plus gros yacht du monde, voilà, il s'appelle Y721, il fait selon mes petites conversions l'équivalent de 127 mètres de long et surtout vous n'avez pas vu, il a 3 mâts, c'est un fier 3 mâts, mais surtout ces mâts qui vont faire 40 mètres de hauteur. Donc un yacht absolument gigantesque pour le fondateur et ex-PDG d'Amazon qui va se mettre très bien, voilà. Mais surtout, il est tellement haut qu'il ne peut pas sortir du port dans lequel il est construit. Et pour cela, il va falloir démonter un pont qui est monument historique aux Pays-Bas,
partiellement le démonter, puisque ce dernier, même quand il s'élève, il ne peut pas passer au-delà des 40 mètres. Et donc, eh bien, pour que ce cher Jeff Bezos puisse aller naviguer tranquillement, hein, et puis aller faire, je sais pas moi, de la pêche à la truite quelque part avec son yacht de 127 mètres, il va falloir littéralement démanteler un pont. La mairie, évidemment, se défend de toutes les critiques en expliquant que c'est évidemment l'armateur et donc Jeff Bezos qui vont payer l'addition pour démonter et remonter ce pauvre petit pont qui ne peut pas laisser passer ce gros yacht. Voilà, c'est dur la vie de riche. Passons maintenant à rien à voir, on va passer à la neutralité du net en France ce coup-ci avec une audition devant le Sénat de plusieurs patrons de télécom et vous allez voir l'offensive des FAI pour mettre fin à la neutralité du net n'est pas terminée. Je vous rappelle que la neutralité du net garantit un accès égal à Internet pour tout le monde, que vous soyez client ou que vous soyez fournisseur de services par exemple. Ici, il y a une discussion un peu éternelle sur les fournisseurs d'accès qui voudraient taxer certains services particulièrement gourmands en bande passante et en serveur pour leur faire payer. Notamment, vous imaginez bien que YouTube et Netflix se retrouvent en tête des suspects puisqu'ils accaparent à eux seuls une grosse partie de la bande passante. Le problème, c'est qu'évidemment, si on met fin à la neutralité du net, ça veut dire que bientôt des services pourront payer pour avoir une bande passante prioritaire, vous pourrez payer pour aller plus vite que le voisin, etc. Ce sera évidemment la course à l'armement et vous imaginez bien toutes les dérives que cela pourrait donner. En attendant, Patrick Drahi, mais aussi Arthur Dreyfus, qui est le président de la Fédération française des télécoms, et bientôt Xavier Niel et Martin Bouygues, donc tous les principaux opérateurs, passeront en audition sur une commission d'enquête devant le Sénat pour essayer de défendre leur petit bout de gras et mettre fin à cette neutralité du net. J'aimerais bien voir ce que vous en pensez dans les commentaires. On enchaîne avec les géants, voilà, et on va passer maintenant aux géants des réseaux sociaux. C'est Snap qui a livré ses résultats financiers pour cette fin d'année. Et pour la première fois, Snap, alors, tout le monde appelle Snapchat, mais aujourd'hui ça s'appelle Snap, la compagnie Snap, donc le réseau Snapchat, les lunettes Spectacles et autres activités, ils sont positifs. 23 millions de dollars de bénéfices pour 4,1 milliards de dollars de chiffre d'affaires. C'est pas beaucoup évidemment, mais c'est déjà ça, parce que pour une startup, être dans le vert, c'est absolument incroyable. Et cela prouve que Snapchat continue son petit bonhomme de chemin avec 319 millions d'utilisateurs actifs. Voilà, même si pour certains, Snapchat avait un peu disparu. Et Snapchat attribue tout cela à une adaptation à leur marché, évidemment, un retour à la croissance et à aller chercher de nouveaux utilisateurs. Et puis, surtout, ils ne sont pas moins dépendants du marché de la publicité, comme certains autres, comme l'a dit Snap eux-mêmes, ils n'ont pas voulu citer, mais évidemment, on reparle de Facebook qui, eux, ont une courbe inverse, puisque je vous rappelle que Facebook, en annonçant le résultat de fin d'année 2021, ont dévissé en bourse. Ils ont subi la plus grosse perte en un jour de l'histoire du Nasdaq, moins 240 milliards de dollars, 20% de la valorisation. Et surtout, cette action n'est pas remontée, elle a continué à baisser tout au long de la journée. Et beaucoup disent que c'est peut-être le pire jour de Mark Zuckerberg, avec plusieurs rapports qui ont expliqué que lors d'une assemblée générale virtuelle, mais pas avec des avatars, on a pu voir le fondateur de Facebook les yeux rougis et un peu cachés, un peu fatigués pour la première fois, en expliquant qu'effectivement c'est compliqué. Est-ce que Facebook a atteint finalement son climax 2020-2021 et que désormais ça va être une longue mais confortable, on va pas se mentir, descente vers l'oubli? On ne sait pas, il y a encore une grosse inertie, puis je vous rappelle qu'ils ont des produits très très populaires, mais pour Facebook, le réseau social, ça sent assez mauvais quand même. On va rester dans des gens avec des réseaux et avec un Américain dont je ne peux pas vous donner le nom puisqu'il n'a pas voulu donner le nom. Cet homme a été visé avec d'autres spécialistes de la cybersécurité l'année dernière par des hackers de la Corée du Nord, qui ont tenté de voler des informations à des spécialistes de la sécurité, notamment américains. Ça s'est passé il y a un peu plus d'1 an maintenant et cet homme qui a fait partie d'autres personnes qui ont été hackées a été se plaindre auprès des autorités américaines, notamment, et la NSA et compagnie, et il n'y a eu aucune forme de réaction ou d'action de la part des autorités américaines. Du coup, cet homme a décidé de faire justice lui-même dans une pure tradition des vigilantes américains, et il a décidé de hacker la Corée du Nord. Et c'est pour ça que depuis quelques jours, en Corée du Nord, lorsque les observateurs regardent la santé du réseau des services de Corée du Nord, qui, je vous rappelle, ne sont pas énormes, des fois, tous les sites tombent d'un coup à cause de cet homme. Pour lui, c'est l'équivalent d'une attaque de moyenne envergure, puisque je vous rappelle que très peu de Coréens du Nord ont accès à Internet, et en fait, ils disent surtout les sites gouvernementaux qui ne sont que quelques dizaines, et donc finalement assez facile à venir noyer sous des attaques de DDoS
et autres. Et il veut évidemment expliquer à la Corée du Nord que si ils viennent l'embêter, il va venir les embêter. Et puis surtout, il est un peu désolé de se dire qu'il doit riposter seul, là où il n'est pas aidé par le gouvernement américain. Donc voici l'histoire assez drôle et assez passionnante à lire sur Wired de ce spécialiste de la sécurité aux États-Unis qui s'amuse à hacker un pays entier. Enfin, qui s'amuse pas, mais qui a mis un point d'honneur à hacker un pays entier qui a tenté de le hacker. On va passer très rapidement au gaming avec Activision Blizzard qui a annoncé leurs résultats financiers. Ça se passe très bien et ils ont gagné beaucoup d'argent. Ok. Et l'autre point, c'est qu'ils ont fait aussi leurs premières annonces de jeux post-annonce de rachat par Microsoft. On s'est dit, ça va être la folie. Du coup, chez Activision, ils se sont dit, maintenant qu'on est racheté par Microsoft, on va vous annoncer un truc de ouf. Il y aura Call of Duty en 2022. Voilà, c'est super, mais il sera très ambitieux. Génial. Et du côté de Blizzard, on aura un jeu Warcraft. Oh, sur mobile. Ah. Donc voilà les premières annonces d'Activision Blizzard qui vont pas exciter beaucoup de personnes, sauf évidemment les actionnaires, puisque un Warcraft mobile, ça n'intéresse pas grand monde du côté de l'océan ici. Mais je peux vous dire que dans d'autres territoires, ça va faire beaucoup de sous-sous. Peut-être plus que Diablo Immortal, que j'ai toujours pas pu mettre mes petits doigts dessus. On termine enfin avec des robots et des drones, et vous allez voir des utilisations. On commence par Anduril. Qu'est-ce que c'est que Anduril? Anduril est une nouvelle société qui a été créée par Lucker Palmey, qui était le mec qui a créé Oculus. Voilà, vous savez, ce jeune adolescent un peu surdoué qui a peut-être révolutionné la réalité virtuelle et qui ensuite, avec ses donations et ses positions politiques, s'est fait dégager en fait d'Oculus et de Meta, a créé sa propre société très très basée en fait sur la défense, avec notamment des systèmes autonomes de surveillance des frontières, etc. Ils viennent d'acquérir une start-up spécialisée dans les sous-marins dits tactiques, c'est-à-dire des sous-marins de surveillance, voire des sous-marins militaires, en gros des torpilles téléguidées. Et ils vont évidemment déployer cela. Voilà, ça c'est des drones sous l'eau. N'oubliez pas qu'on parle beaucoup des drones volants, mais aussi des drones sous l'eau, et on va dire que dans certains usages, ils vont être très pratiques. Revenons aux drones volants plus classiques. Et on a chopé à la frontière justement américaine, la DEA, a chopé un petit drone, un Mavic Mini de chez DJI, donc là un drone beaucoup plus simple à trouver dans le commerce, qui était échoué à la frontière entre les États-Unis et le Mexique et qui portait son propre poids en crystal meth. Donc si vous aimez Breaking Bad, vous savez de quoi je parle. Mais cela montre une nouvelle tendance depuis quelques mois. De plus en plus de trafiquants de drogue passent les frontières, non pas avec des mules humaines qui se font choper par la police ou par des go fast, mais ils passent littéralement via des drones qui partent à quelques dizaines, centaines de mètres de hauteur, évitent les douanes et viennent déposer leur cargaison. Jusqu'à là, on était par des drones semi-professionnels pour porter des grosses cargaisons. Ces derniers coûtant très très cher et étant plus faciles à découvrir, on se rend compte que de plus en plus on passe par des micro-drones comme ces petits DJI. Je ne sais pas si la marque chinoise avait besoin de ce coup de pub. On termine enfin avec un robot militaire, un drone militaire. On avait vu, je vous avais montré ça l'année dernière, une société qui est spécialisée, contrairement à Boston Dynamics, dans des robots quadrupèdes, mais sur lesquels on peut monter un gros joujou. C'était vu un salon de l'armement il y a quelques mois. Il a été déjà mis en place pour surveiller certaines frontières des États-Unis, les frontières sud notamment des États-Unis. Et donc évidemment, beaucoup d'associations et beaucoup de militants anti-robots notamment s'inquiètent de la déshumanisation notamment des services de sécurité. Je vous avais parlé notamment des robots à Hawaï qui allaient prendre la température des sans-abri à la place des humains. On a bientôt des chiens, alors pas des spots, mais des chiens aussi qui vont commencer à surveiller des frontières, et pourquoi pas des chiens équipés de mitraillettes, de guns, ou alors de bolasses électriques, puisque si vous n'avez pas vu le live de ce matin, on a parlé d'une nouvelle génération de bolasses électriques. Voilà. C'est pas les bolasses pour gagner un peu d'argent au bord d'une fontaine, non, c'est des bolasses pour faire tomber des gens. Voilà. Regardez le live de 11h30. En tout cas, je vous souhaite un très très bon week-end. On se retrouve lundi pour un prochain épisode. À très vite.